Elle n'avait pas revêtu l'uniforme pour prouver quoi que ce soit, elle portait un short de sport noir, une vieille chemise de l'armée et un sac marin en bandoulière. L'officier administratif l'a aperçu et a rétorqué, « Tu ne peux pas porter ça si tu n'es pas en service actif. » Il lui a ordonné de se changer ou de quitter la base. Alors qu'elle se retournait pour partir, le bas de sa chemise se souleva juste assez pour que quelqu'un, de l'autre côté de la pièce, puisse apercevoir le tatouage sur le haut de son dos. La salle entière se figea. Ce tatouage n'était pas le fruit d'une impulsion de salon de plage ou d'un don pour les symboles, il avait été gravé lors d'une mission qui n'avait jamais fait la une des journaux, mais qui avait pourtant changé la vie de quelqu'un qui était toujours aux commandes. Curieux de savoir ce que signifiaient ces chiffres et pourquoi tout avait basculé dès leur apparition? Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. C'est parti. Le soleil du Nouveau-Mexique pointait à peine à l'horizon que Dana Carvey guidait son Tacoma usé par les intempéries à travers les portes de Fort Ridgeline. L'air avait un goût de poussière et de gazole, un cocktail bien trop familier pour tout soldat. Des vagues de chaleur miroitaient sur l'asphalte, tandis que le bourdonnement lointain des générateurs se mêlait au claquement matinal des bottes sur le béton. Un convoi de camions de ravitaillement passa devant le poste de garde, leurs moteurs se joignant à la symphonie incessante de l'efficacité militaire. Dana coupa le moteur et resta assise un moment, les mains toujours agrippées au volant. Le parking à moitié vide s'étendait devant elle, à l'exception d'un groupe de véhicules gouvernementaux près du bâtiment administratif. À travers le pare-brise, elle aperçut la piste d'athlétisme où se rassemblaient les jeunes recrues, certaines s'étiraient, d'autres renouaient leurs lacets, toutes vibrantes de l'énergie nerveuse des soldats sur le point d'être testées. À 46 ans, des mèches grises filaient dans ses cheveux bruns, tirés en arrière. Des rides encadraient ses yeux, des rides qui n'existaient pas lorsqu'elle avait gagné les 3 numéros sur son dos, mais sa posture restait impeccable, ses mains toujours fermes. Elle sortit du camion avec un calme délibéré, chaque mouvement affiné par des années à faire en sorte que chaque geste compte. Son uniforme de kiné délavé, la chemise grise adoucie par d'innombrables lavages et le short noir usé aux coutures ne portaient que de faibles traces là où se trouvait autrefois sa plaque d'identité. Ces plaques d'identité, pendant sous le col, captaient un rayon de soleil au seul reflet sur sa peau burinée par le soleil. Aux yeux de tous, elle ressemblait à une retraitée s'accrochant à la structure et au but qui avait autrefois défini sa vie. Mais Dana n'était pas là pour faire une déclaration. Elle était là parce que le sergent-major Dean l'avait appelée 3 semaines plus tôt, la voix rauque due à l'âge et au déploiement dans le désert, demandant quelqu'un qui sache ce que signifie persévérer quand tout s'écroule. Elle avait dit oui avant même qu'il ait fini de parler, non pas par nostalgie de l'armée, même si elle lui manquait parfois, mais parce qu'elle se souvenait de ce que c'était que de courir sans peur aux côtés de femmes qui comprenaient déjà la véritable force. Elle vérifia une dernière fois son équipement en bouteille d'eau, clé de voiture, autorisation pliée et fouilla dans son sac de voyage, où une photo délavée était enveloppée dans un vieux t-shirt. On y voyait 5 soldats souriant devant une base opérationnelle avancée aujourd'hui disparue. 4 de ces visages ne vieilliraient jamais. À l'intérieur du bâtiment administratif, le souffle d'air froid lui donnait des picotements. Des néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, illuminant les murs beige tapissés d'affiches de sécurité et d'annonces désuètes. Une banderole délavée proclamait « Excellence dans tout ce que nous faisons », tandis qu'un panneau d'affichage s'affaissait sous les tableaux de service et les plannings de formation. Le sol en linoléum, ciré par des décennies de bottes, luisait sous ses pas prudents. Au comptoir, le spécialiste Morrison leva les yeux de son écran, la confusion adoucissant ses traits. Il n'avait jamais vu de combat, il ne pouvait pas savoir qu'un poids pesait encore sur ses épaules. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» Dana s'approcha avec une confiance tranquille, papier en main. Sergent-chef Dana Carvey, retraité. Je suis ici pour soutenir la formation. Je devrais être sur votre liste de bénévoles. Morrison parcourut la liste, puis jeta un coup d'œil à son uniforme. Derrière lui, des employés civils discutaient autour d'un café qui sentait le café brûlé du gouvernement. « Madame, à moins que vous ne soyez affectée ici, cet uniforme n'est pas autorisé. » Un employé d'âge moyen ajouta, « La politique est claire. On ne peut pas laisser des gens se promener en uniforme simplement parce qu'ils ont servi. » Sa collègue hocha la tête, « Se déguiser ne fait pas de vous un militaire d'active. » L'expression de Dana resta figée tandis que Morrison disparaissait pour aller chercher le superviseur. Par les fenêtres, elle observait les recrues commencer leurs échauffements, leur curiosité se tournant vers le bâtiment administratif. Le lieutenant Callen émergea le premier, les rassurait, ses barreaux projetant des ombres sur son ruban nominatif. « Madame Carvey », salua-t-il en lui tendant la main.
Il y a une certaine confusion concernant votre participation aujourd'hui. Elle lui serra fermement la main. Sergent-chef Dana Carvey, retraité. Je suis autorisé à soutenir l'évaluation. Le regard de Callen se porta sur ses papiers. C'est plus une recommandation qu'un ordre, dit-il en citant le règlement. LAR 670-1 spécifie les uniformes de PT pour le service actif uniquement. Vous aurez besoin de ce t-shirt de base. Il brandit un t-shirt bleu marine estampillé, Fort Ridgeline. Dana ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, se pencha pour récupérer son sac et se tourna vers la porte. C'est alors que sa chemise remonta, révélant l'encre noire crue entre ses omoplates, 3 chiffres gravés sur sa peau burinée par le soleil, 1375. L'air se raréfia tandis que chacun observait ces chiffres, anguleux et précis, gravés comme une marque. Le silence pesait lourd, l'instant chargé d'histoires non dites. L'encre avait légèrement pâli au fil des ans, mais les lignes restaient nettes et sans compromis. Sous les chiffres, un symbole plus petit était à peine visible, une chouette stylisée, les ailes déployées, perchée au-dessus d'épées croisées. Morrison ne s'en aperçut pas. Il retournait déjà à son ordinateur, son excitation matinale face à l'ajustement de l'uniforme de Ken s'effaçant au profit de la satisfaction habituelle de voir la politique respectée. Le sergent-chef Rodriguez, qui remontait le couloir, un presse-papier de maintenance sous le bras, s'immobilisa net. Son regard se fixa sur ses chiffres et son visage se vida. Le presse-papier glissa des doigts inertes et claqua sur le linoléum. Rodriguez avait déjà vu ce tatouage lors de briefings classifiés dont il n'était pas censé se souvenir, dans des comptes rendus d'action qui, techniquement, n'existaient pas. Il était alors un jeune caporal, affecté à l'analyse du renseignement, chargé de lire entre des lignes lourdement censurées. La plupart des rapports étaient routiniers, mais certains l'avaient tenu éveillé la nuit, le détachement 1375, groupe hibou de nuit, l'unité qui tenait la voie de repli de la porte nord quand tout a basculé. L'unité qui a sauvé un convoi de l'OTAN en combattant seul pendant 43 minutes contre toute attente. L'unité qui a été dissoute et effacée des archives officielles parce que ses actes étaient trop classifiés pour être reconnus, trop sensibles pour être célébrés, trop dangereux pour être mémorisés. Rodriguez regarda Dana se diriger vers la sortie, toujours calme et mesuré. Il avait la gorge sèche. Il devait dire quelque chose, leur dire qui elle était vraiment. Au lieu de cela, il se retourna et se dirigea rapidement vers l'arrière-boutique, son bloc-notes oublié, son esprit ruminant un appel téléphonique qu'il ne devrait probablement pas passer, mais qu'il devait absolument passer. Dehors, Dana trouva une place dans les gradins près de la piste. Elle posa son sac et regarda les recrues faire leurs pas. Le soleil montait, teintant tout de nuances cuivrées et d'ombre. Les jeunes soldats avançaient avec énergie et détermination, leur voix portée par le vent du désert. Elle ne boudait pas et ne fulminait pas, elle restait simplement assise, patiente comme le désert lui-même, à regarder la nouvelle génération se préparer à des défis qu'elle ne pouvait encore imaginer. Une brise souleva légèrement sa chemise, le tatouage restait visible, 3 chiffres qui racontaient une histoire que la plupart des gens ne connaîtraient jamais. Dana avait appris depuis longtemps que la reconnaissance ne se réclamait pas, mais se gagnait, un instant de silence à la fois. Dans le bâtiment administratif, Rodriguez trouva un bureau vide, marqué « Communication au personnel autorisé uniquement » et verrouilla la porte derrière lui. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il composait un numéro mémorisé mais jamais utilisé, celui d'un dossier de briefing brûlé après lecture. Le bureau sentait le café rassis et le vieux papier, avec une unique fenêtre donnant sur le parc automobile, où des mécaniciens travaillaient déjà sous le soleil levant. La sonnerie retentit 2 fois avant qu'une voix claire ne réponde, ni identification, ni salutation. Agent de liaison du commandement, dit Rodriguez, déglutissant difficilement, la bouche soudainement sèche. Monsieur, ici le sergent-chef Rodriguez à Fort Ridgeline. Je dois signaler une situation impliquant une possible identification de personnel classifié. Un silence s'étendit plus longtemps que les battements d'un cœur. En arrière-plan, Rodriguez entendait le léger cliquetis des claviers et le murmure lointain des voix qui traitaient d'affaires sérieuses. Allez-y, sergent. Cette ligne est sécurisée. Nous avons une volontaire ici, une retraitée. Elle a de l'encre ? Rodriguez déglutit difficilement, pensant aux dossiers expurgés et aux histoires murmurées. Elle porte le numéro de détachement 1375, clairement marqué, avec l'insigne du hibou. Le silence dura plusieurs battements de cœur. Rodriguez pouvait presque entendre des engrenages tourner, des bases de données consultées, des décisions prises à des niveaux bien supérieurs à son niveau hiérarchique. Êtes-vous certain de l'identification ?
sergent? Oui, monsieur, absolument certain. J'ai vu ces marques dans des documents classifiés. Ce n'est pas un aspirant à la recherche sur Internet? Non, monsieur. Compris. Quel est son état actuel? Avec le personnel de la base, on lui a demandé de partir en violation de l'uniforme. Un lieutenant pense qu'elle se déguise. Un autre silence, plus long cette fois. Rodriguez entendit des murmures pressants et des papiers froissés. Sergent Rodriguez, vous devez immédiatement informer votre commandant que cette personne doit être traitée avec la plus grande courtoisie et recevoir toute l'aide nécessaire. Cela vient d'un niveau que vous n'avez pas besoin de connaître. Comprenez-vous? Oui, monsieur, absolument. Et monsieur, cette conversation n'a jamais eu lieu. Mais si quelqu'un manque encore de respect à cette femme, il devra rendre des comptes à des personnes qui ne portent pas de bandelettes. La ligne s'est coupée d'une manière si définitive que les mains de Rodriguez ont tremblé alors qu'il remplaçait le récepteur. 10 minutes plus tard, le major Ronson émergea du bâtiment administratif, tel un homme en mission. Il était l'officier instructeur de Fort Ridgeline, un homme qui avait suffisamment vu le combat pour savoir distinguer les guerriers de la paperasse des vrais. Son uniforme était impeccable, mais ses bottes étaient éraflées, et il se tenait avec une autorité qui n'avait pas besoin de se faire remarquer. Il trouva le lieutenant Callan à la réception, en train de trier les papiers des bénévoles avec l'air satisfait d'un solutionneur de problèmes. « Je comprends que nous avons eu un problème avec l'autorisation des bénévoles, dit Ronson. Callan se redressa. « Oui, monsieur, respect du règlement sur les uniformes. J'ai géré la situation comme il se doit. » Ronson déposa un document imprimé sur le comptoir. L'entête indiquait « Vérification de service sergent-chef Dana Carvey, autorisation spéciale pour activité de soutien à la formation, valable jusqu'à la fin du trimestre. » Ce message était dans ta boîte mail depuis mardi, dit doucement Ronson, voyant le visage de Callan passer de plusieurs nuances de pâleur. Pourquoi n'a-t-il pas été traité? Monsieur, il y a beaucoup de paperasse, je dois avoir. Balbutia Callan. Tu n'as pas fait ton travail correctement, conclut Ronson. Sa voix restait posée, mais il y avait du permafrost en dessous. La prochaine fois que tu envisages de jouer au policier en uniforme avec un inconnu, demande-toi si tu es qualifié pour prendre cette décision. Par la fenêtre, il pouvait voir Dana toujours assise dans les gradins, la posture inchangée, l'attention focalisée sur les recrues. Ronson plia le document et le glissa dans sa poche. « Je vais arranger ça, dit-il. » Callan hocha la tête en silence, réalisant qu'il avait commis le genre d'erreur qui vous suit tout au long de votre carrière. Dana vit Ronson arriver avant même qu'il n'atteigne les gradins. Puis le colonel Ford apparut, avançant avec fluidité, inéluctablement. C'était le commandant de Fort Ridgeline, un homme dont la réputation le précédait, grand et large d'épaules, cheveux courts et argentés, il avait le courage de prendre des décisions sous le feu. Son uniforme était impeccable, mais usé, avec des rubans qui racontaient des déploiements dans des lieux qui n'avaient pas fait la une des journaux. Il s'arrêta à 2 mètres de là où elle était assise, les mains jointes dans le dos. Dana ne se leva pas, elle leva simplement les yeux, son regard fixe exprimant la confiance sereine de quelqu'un qui avait affronté le feu ennemi, vu de braves soldats rendre leur dernier souffle et vu des choses inimaginables. Les recrues sur la piste remarquèrent l'approche du colonel, leurs conversations s'atténuèrent, les têtes tournées vers cette rencontre inattendue. Même de loin, elles pressentaient que quelque chose d'important allait se produire. « Sergent Carvey, » dit Ford, sa voix portant suffisamment loin pour que tout le bâtiment administratif l'entende. Chaque mot était réfléchi, chargé d'autorité. « Cette encre sur votre dos, où l'avez-vous gagnée » La posture de Dana ne changea pas, seule sa voix bougea, douce mais claire, tranchant l'air du désert comme une lame. Porte Nord, avril 2000. Voie de repli de l'OTAN. J'étais l'équipe de tir arrière. Ford hocha lentement la tête. Sa mâchoire se serra presque imperceptiblement, et pendant un instant, son regard s'attarda sur le souvenir de ses amis disparus. Puis il s'approcha, baissant la voix sur un ton intime, comme pour avouer. Mon frère était chargé de la sécurité du convoi ce jour-là où le soldat de première classe Nathan Ford. Vous l'avez sorti après le 2e engin explosif improvisé, vous avez tenu le flanc pendant que tous les autres se repliaient. La mâchoire de Dana se crispa, une ombre traversa son visage tandis que le souvenir remontait à la surface comme des débris après une explosion. Elle ignorait qui était dans le camion de tête, mais ce jour-là, cela n'avait pas eu d'importance. Ford observa son visage un instant,
y voyant quelque chose que la plupart des gens ignoraient, une douleur soigneusement maîtrisée, un chagrin enfoui. Puis, enfin, il se redressa et hocha brièvement la tête, un signe de tête tacite entre guerriers qui comprenaient le prix de la survie. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de digérer la situation, ni le luxe de faire leur deuil, les survivants portaient les noms des morts comme des pierres dans leurs poches. Il est rentré chez lui grâce à toi, dit Ford doucement. Il a vécu 16 ans de plus, s'est marié, a eu des enfants et est mort paisiblement dans son sommeil l'hiver dernier. Dana retint son souffle un instant. Bien, murmura-t-elle. C'est bien. Puis il fit quelque chose qui immobilisa brusquement et respectueusement toute la base. Il leva la main en un salut solennel, juste là, au bord de la piste poussiéreuse, à la vue de tous les officiers subalternes, de tous les soldats et de toutes les recrues qui les regardaient. Le commandant de la base saluait une femme vêtue d'un uniforme de physio délavé, les manches tachées de poussière et sans grade visible. Le geste trancha l'air du désert comme une lame. Les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent. Les recrues marquèrent une pause à mi-chemin, les yeux rivés sur elle. Ford tint le salut un instant plus longtemps que le règlement ne l'exigeait, puis le laissa retomber avec la même précision. « Si le sergent Carvey veut porter cet uniforme, dit-il, sa voix portant dans le silence soudain, qu'elle le porte. Si elle veut soutenir notre formation, qu'elle le soutienne. Et si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne me l'expliquer personnellement. » Il se tourna vers le bâtiment administratif, où le lieutenant Ken se tenait derrière les portes vitrées, l'air de vouloir être englouti par le sol. La politique, poursuivit Ford d'un pas ferme, sert la mission, et non l'inverse. Puis, de nouveau à Dana, son ton s'adoucit. Si vous voulez bien m'accompagner, sergent, j'aimerais arranger les choses. Dana se leva, chargeant son sac sur son épaule avec une aisance éprouvée. Montrez-moi la voie, monsieur. Il marchait côte à côte vers le bâtiment, non pas en tant que commandant et subordonné, mais en tant que père, en tant que professionnel, en tant que soldat lié par une compréhension commune. Le respect ne se donne pas, il se gagne un moment d'intégrité à la fois. Dans le bureau administratif, rafraîchi par la climatisation et protégé par des stores baissés, leur conversation fut brève et silencieuse. Ford afficha des dossiers confidentiels sur son écran ou des pages que la plupart des gens n'avaient pas le droit de consulter. Détachement 1375, dit-il sans lever les yeux. Groupe Night Owl. Démantelé après l'action de la porte nord. Archives expurgées. Des héros qui n'ont officiellement jamais existé. Dana était assise en face de lui, les mains jointes sur les genoux. C'était l'objectif, dit-il. Vous avez sauvé 17 membres de l'OTAN ce jour-là. Vous avez tenu une position défensive pendant 43 minutes sans soutien, sans ravitaillement, sans renfort. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Ford la regarda enfin dans les yeux. Vous avez reçu une étoile de bronze. Elle se trouve dans un dossier confidentiel auquel seules 3 personnes au Pentagone ont accès. Je n'ai pas besoin de médaille, dit Dana doucement. Ceux qui comptaient sont rentrés. Ça suffit. Ford imprima une simple feuille de papier, la signa avec son code d'autorisation et la glissa. Autorisation mise à jour. Si vous voulez vous entraîner avec nos gens, entraînez-vous avec eux, quel que soit l'uniforme que vous portez. Dana plia le papier une fois, avec précision, et le glissa dans son sac. J'apprécie, monsieur. Ils sortirent ensemble, croisant les mêmes employés qui avaient autrefois plaisanté sur le fait de se déguiser, et la créatrice qui avait remis en question son autorisation. Cette fois, personne ne parla, certains fixèrent le vide, d'autres feignirent une urgence ailleurs. Sur la piste, les recrues avaient terminé leur échauffement et se rassemblaient pour l'épreuve principale, jeunes visages impatients, nerveux, débordant d'un espoir encore à l'épreuve. Ford s'adressa au sous-officier en formation, le sergent Carvey assurera le rythme de la course d'aujourd'hui. Elle est autorisée à porter les éléments de son uniforme, quel qu'il soit, avec effet immédiat. Le sous-officier hocha brusquement la tête. Oui, monsieur. La voix de Ford résonnait jusqu'aux extrémités de la formation. Nouvelle politique en vigueur dès aujourd'hui, les anciens combattants ayant servi dans des formations officielles sont autorisés à porter des uniformes appropriés, à la discrétion du commandement. Je suis saisi de toute question concernant cette discrétion. Le lieutenant Callen, qui paraissait avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure, s'avança. Sergent Carvey, je tiens à m'excuser. Je n'ai pas. Dana leva doucement la main pour l'interrompre. Il n'avait pas posé la question, les recrues observaient maintenant,
sentant que quelque chose d'important se passait, même si elle ne comprenait pas exactement quoi. Des murmures parcoururent les rangs, c'est elle. Vous avez vu le salut du colonel? Dana n'attendit pas plus de cérémonie. Elle laissa tomber son sac près des gradins, s'étira une fois et courut jusqu'à la piste avec la grâce naturelle qui naît de la mémoire musculaire. Lorsque la formation se mit en mouvement, elle ne se contenta pas de suivre le rythme, elle le donna. Sa foulée était fluide, contrôlée, efficace. Les recrues derrière elle se surprirent à travailler plus dur que prévu pour rester près d'elle. Sa respiration restait régulière tandis que la leur commençait à s'essouffler. Sa posture restait droite tandis que la leur vacillait. Au deuxième tour, personne ne remit en question ce qu'elles faisaient. Au troisième, elles essayaient d'en tirer des leçons. Le colonel Ford se tenait au bord de la voie, les bras croisés, observant. Son sous-officier instructeur se pencha. « Monsieur, pensez-vous qu'elle va se laisser attraper ?» Les yeux de Ford suivirent le rythme régulier de Dana. « Seulement si elle le veut, dit-il doucement. » La course s'est terminée avec Dana à peine essoufflée, tandis que la moitié de la formation était pliée en deux, haletant sous la chaleur du désert. Elle les avait parfaitement rythmés, suffisamment rapides pour les défier, suffisamment maîtrisés pour leur donner confiance, et professionnels jusqu'au bout des ongles. Tandis que les recrues se dispersaient pour prendre leur douche et déjeuner, Dana se retrouva assise sur les marches en béton devant le parc automobile, observant la base s'installer dans son rythme de midi. Le soleil était plus haut maintenant, peignant tout de nuances cuivrées et ambrées. La chaleur miroitait sur l'asphalte et la pierre. Quelque part au loin, un hélicoptère effectuait des contrôles de maintenance, ses rotors battant au rythme du vent. Une jeune soldate s'approcha, serrant une bouteille d'eau comme une bouée de sauvetage. Elle paraissait avoir 19 ans, sérieuse, déterminée, un reflet fidèle de Dana à cet âge. Son uniforme était impeccable, ses bottes brillaient encore. « Madame » commença la jeune fille d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si vous pouvez me le demander, étiez-vous vraiment avec Night Owl » Dana leva les yeux, douce mais sur ses gardes. « C'est vrai. » Les yeux du soldat s'écarquillèrent. « Mon cousin, dans la garde nationale, a servi en Afghanistan. Il a dit qu'il y avait des histoires, des rumeurs sur ce qui s'était passé à la porte nord. Des histoires de fantômes que les officiers racontaient pour effrayer les nouvelles recrues. C'était classifié, répondit Dana, la voix lourde de secrets d'années censée rester enfouie. Avez-vous vraiment tenu la position seule contre une compagnie entière, murmura le soldat. Dana resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur les montagnes lointaines, leurs sommets anciens et indifférents. Lorsqu'elle parla, sa voix était douce mais assurée. Pas seule. Jamais seule. Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. Les autres ne sont pas revenus. L'expression du soldat s'assombrit, passant de la curiosité à la tristesse. Je suis désolé. Dana secoua la tête, un geste à la fois dédaigneux et protecteur. Ils n'avaient pas besoin de pitié. Ils avaient besoin de temps. Quand ils ont manqué de temps, ils m'ont donné le mien. Ils ont donné le leur à tout le monde. La soldate se débattait avec quelque chose de plus grand que des mots, sa bouteille d'eau tremblant dans ses mains. Finalement, elle demanda, « Pourquoi es-tu revenu, après tout ce qu'ils t'ont pris ?» Dana se leva, époussetant son uniforme avec une précision délibérée. Elle regarda le jeune soldat avec quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui était plus chaleureux que la pierre, plus vieux que le désert qui les entourait. Parce qu'il faut bien que quelqu'un te montre ce qu'est la force tranquille. Ce que signifie servir sans avoir besoin de reconnaissance. Ce que ça coûte de porter ce poids et pourquoi ça vaut la peine de le porter. Elle marqua une pause, balayant la base du regard, de jeunes soldats à leur poste, le drapeau flottant au vent. Vous allez affronter des choses que les manuels ne mentionnent pas, des moments où la chaîne de commandement s'effondre, où la mission dérape, où des gens bien comptent sur vous pour faire des choix impossibles. Quand cela arrive, rappelez-vous, la force tranquille ne consiste pas à être la voix la plus forte de la pièce. Il s'agit d'être celui qui reste debout quand le bruit s'arrête. Dana se dirigea vers son vieux Tacoma ou le même camion usé qu'il avait transporté dans la vie civile, maintenant quelque peu différent de ce matin-là. Elle monta à bord, démarra le moteur et s'engagea sur la route de gravier qui serpentait derrière la base, longeant le parc automobile, les terrains d'entraînement, et s'enfonça dans le désert sans fin. Dans son rétroviseur, Fort Ridgeline rapetissait, mais prenait un peu de consistance, comme si quelque chose d'important s'y était installé. Personne ne l'arrêta. Personne ne contesta son droit d'être là.
Et la prochaine fois que quelqu'un murmurerait « Détachement 1375 », ce ne serait plus une rumeur dans des dossiers confidentiels, mais le silence respectueux de ceux qui comprenaient enfin à quoi ressemblait le vrai service. Avez-vous déjà vu quelqu'un tenir bon en silence alors que les autres se moquaient de lui? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui sait ce que signifie vraiment la force tranquille. Et abonnez-vous si vous pensez que les vétérans méritent le respect, pas seulement pendant les vacances, mais chaque jour où ils marchent parmi nous.